Ma mère m'a trouvé à l'hôpital avec seulement 47 € sur mon compte. Elle a dit, où est l'argent pour le bébé? J'ai répondu, sa sœur l'a pris. Elle a dit qu'on ne pouvait pas me faire confiance pour économiser. Ma mère a juste dit, monte dans la voiture. On va à la banque. Cette nuit-là, ma belle-sœur a vidé notre compte épargne joint. J'étais debout au bureau des admissions de l'hôpital, enceinte de 31 semaines, tenant un formulaire qui demandait une avance de frais de 4 200 €. La femme derrière le bureau avait des yeux bienveillants. Elle m'a demandé si j'avais besoin d'un instant. Je lui ai répondu que j'avais besoin d'une minute pour appeler mon mari. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que mes mains étaient devenues complètement engourdies, que j'avais l'impression que la pièce penchait sur le côté, et que quelque part au fond de mon esprit, une version de moi qui avait vu le coup venir était en train de hurler. Mon prénom n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que j'avais 29 ans, j'étais enceinte de 7 mois de mon premier enfant, et je travaillais à temps partiel comme assistante dentaire parce que mon mari et moi avions convenu que je réduirais mes heures pendant le 3e trimestre. Nous avions un plan. Nous avions des économies. Nous avions un compte joint auquel la sœur de mon mari avait accès. Et c'est cette dernière partie qui a fait que tout a commencé à s'effondrer. Laissez-moi revenir en arrière. Mon mari et moi avions été ensemble pendant 4 ans avant de nous marier. Sa famille est très fusionnelle, d'une manière qui semble chaleureuse jusqu'à ce que vous soyez à l'intérieur, et là, ça ressemble moins à de la chaleur et plus à des murs. Sa mère est le centre de tout. Sa sœur, de 2 ans son aînée, célibataire, actuellement entre 2 emplois, vivant dans le studio attenant à notre maison, gravite autour d'elle comme une deuxième lune. Ce que sa mère décidait être juste, sa sœur l'appliquait. Ce que sa sœur voulait, sa mère le justifiait. Et mon mari, l'homme que j'aimais, l'homme que j'avais choisi, se tenait quelque part au milieu de tout ça et appelait cela la loyauté familiale. J'appelais ça autrement. Mais j'ai gardé ça pour moi pendant longtemps. Quand nous avons découvert que j'étais enceinte, j'étais sincèrement heureuse. Nous l'étions tous les deux. Mon mari, Marc, a pleuré dans la voiture en rentrant du cabinet médical. Le bon genre de pleurs, le genre où il a dû se garer sur le bas-côté parce qu'il ne voyait plus la route. Je lui ai tenu la main et j'ai pensé, d'accord, c'est réel. C'est nous. Ça va être génial. La réaction de sa mère a été plus compliquée. Elle était heureuse, a-t-elle dit. Elle m'a prise dans ses bras. Elle a dit tout ce qu'il fallait. Mais en l'espace de 2 semaines, elle a commencé à faire des commentaires sur la façon dont la chambre du bébé devrait être aménagée, sur le pédiatre que nous devrions choisir, sur le fait que j'allaiterais ou non, et sur le fait que, vu que je ne travaillais plus qu'à temps partiel, il serait logique qu'elle ait ma belle-sœur et les clés de notre maison pour pouvoir m'aider plus facilement. J'ai dit que nous y réfléchirions. Marc leur a donné un double des clés le week-end suivant pendant que j'étais à mon cours de yoga prénatal. Je l'ai découvert en rentrant chez moi, ma belle-sœur était en train de réorganiser les placards de ma cuisine. Elle m'a souri quand je suis entré, un grand sourire ouvert, comme si elle me rendait le service le plus généreux du monde. Et elle a dit, ne t'inquiète pas, je range tout à des endroits plus logiques. Je suis resté planté dans l'encadrement de la porte de ma propre cuisine, dans ma propre maison, avec mon tapis de yoga sous le bras, et j'ai pensé à dire quelque chose. J'ai pensé à beaucoup de choses à ce moment-là. Au lieu de cela, j'ai posé mon tapis, je me suis servi un verre d'eau et j'ai demandé où elle avait mis les verres. C'était en octobre. En décembre, elle avait un avis sur chaque meuble que nous avions commandé pour la chambre, elle avait pris l'habitude de débarquer le mardi et le jeudi matin sans envoyer de SMS au préalable, et elle commentait en permanence tout. De mes vitamines prénatales au fait que je mangeais encore parfois de la charcuterie. Mon mari pensait que j'étais trop sensible quand je lui en parlais. Ses mots exacts étaient, elle est juste enthousiaste pour le bébé. Ça part d'un bon sentiment. J'ai commencé à prendre des notes sur mon téléphone, non pas parce que je savais que j'en aurais besoin, mais plutôt parce que tout écrire était le seul moyen de me convaincre que je ne perdais pas la tête. En janvier, l'entreprise de Marc a procédé à une vague de licenciements. Il a gardé son poste, mais ses heures ont été considérablement réduites. Nous nous sommes assis et avons examiné nos finances ensemble. Nous avions environ 14 000 € sur notre compte épargne joint. De l'argent que nous avions mis de côté spécifiquement pour le bébé, les frais d'hôpital non pris en charge par la mutuelle, les premiers mois de revenus réduits, et une marge de sécurité au cas où quelque chose tournerait mal. Ça semblait suffisant. Nous avions l'impression d'être préparés.
sa sœur était dans le salon pendant cette conversation. Je me souviens avoir remarqué qu'elle pouvait nous entendre. Je me souviens m'être dit que ça n'avait pas d'importance. Ça a été mon erreur. Le 3 février, j'ai eu un rendez-vous prénatal de routine le matin. Et juste après, je suis allé directement à l'hôpital pour faire ma préadmission, ce que ma sage-femme me rappelait de faire depuis des semaines. La préadmission consiste à remplir les papiers à l'avance, à fournir les informations de la sécurité sociale et de la mutuelle, et dans cet hôpital privé en particulier, à verser un acompte initial qui serait déduit du reste à charge après le remboursement de l'accouchement. J'ai tendu ma carte bancaire à la dame, la carte du compte joint, et je l'ai regardée l'insérer dans le terminal. Elle a regardé son écran. Elle m'a regardé. Elle a dit « Je suis désolé. C'est refusé pour fonds insuffisants. » J'ai cru que c'était une erreur, un bug bancaire. Je lui ai demandé de réessayer. Elle l'a fait. Même résultat. Elle a tourné l'écran vers moi pour que je puisse voir le solde qui s'affichait. J'ai regardé le chiffre, et ce chiffre, c'était 47 €. 47 € sur un compte qui contenait plus de 14 000 € 11 jours plus tôt. Je sais que ça faisait 11 jours parce que j'avais vérifié le solde au moment de payer notre facture d'eau. Je me souviens m'être dit, bien. On s'en sort bien. Et puis j'avais fermé l'application et préparé le dîner. Je me suis excusé auprès du guichet. Je suis allé dans le couloir. Je me suis assise sur l'une de ces chaises de salle d'attente vissées au sol. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai regardé l'historique des transactions. 14 virements sur 11 jours, allant de 400 € à 2300 €. Tous initiés par la même utilisatrice autorisée sur le compte. Le nom de ma belle-sœur. J'aimerais vous dire que j'ai immédiatement appelé la police, ou que je l'ai immédiatement confrontée, ou que j'ai immédiatement fait quelque chose de décisif et de fort. J'aimerais vous dire ça. Mais la vérité, c'est que je suis restée assise dans ce couloir pendant environ 6 minutes à ne rien faire d'autre que respirer, parce que mon corps était entré dans une sorte d'état de choc où mon cerveau comprenait ce qu'il voyait mais refusait de l'assimiler complètement. Et sous tout cela, j'étais enceinte de 31 semaines, le bébé bougeait et je pouvais la sentir. Et je n'arrêtais pas de penser, pas encore. Pas ici. Reste calme. Reste calme. Reste calme. Reste calme. J'ai d'abord appelé Marc. Il n'a pas répondu. Je l'ai rappelé 3 fois. Rien. Puis j'ai appelé ma mère. Ma mère a décroché à la 2e sonnerie et j'ai dit, « Maman, j'ai besoin que tu viennes à l'hôpital Saint-Joseph tout de suite. » Elle a entendu quelque chose dans ma voix qui a fait qu'elle n'a posé aucune question. Elle a juste dit, « Je prends mes clés. » Pendant que je l'attendais, je suis retourné au bureau et j'ai expliqué calmement et aussi fermement que possible qu'il y avait eu un virement frauduleux sur mon compte, que j'allais régler ça et revenir pour terminer ma préadmission. La dame a été gentille. Elle m'a donné un numéro direct à appeler quand je serai prête. Ma mère est arrivée en 19 minutes. Je le sais parce que je n'ai pas quitté l'horloge des yeux. Elle s'est assise à côté de moi et je lui ai montré mon téléphone. Je lui ai montré les virements. Je lui ai montré le nom de ma belle-sœur attaché à chacun d'entre eux. Ma mère raclement de gorge n'est pas une femme dramatique. Elle a regardé l'écran pendant un long moment, puis elle m'a regardé et m'a dit, « Où est-elle en ce moment ?» J'ai répondu, « Probablement à la maison. » Ma mère a dit, « D'accord, on va d'abord à la banque. » Nous sommes allés à la banque. J'ai expliqué la situation à un directeur d'agence nommé Thomas, qui a été méticuleux, patient, et manifestement très mal à l'aise. Il a confirmé que ma belle-sœur avait été ajoutée comme mandataire sur le compte, ce qui signifiait que les virements n'étaient techniquement pas frauduleux au sens strict du terme. Elle avait accès au compte. Elle l'avait utilisé. La qualification juridique de ce qu'elle avait fait était quelque chose que le service des fraudes de la banque devrait évaluer, et il m'a vivement recommandé de contacter les forces de l'ordre malgré tout. Je lui ai demandé de lui retirer immédiatement l'accès au compte. Il l'a fait. Je lui ai demandé de bloquer tout virement sortant en attendant l'examen du dossier. Il a fait ça aussi. Ensuite, ma mère m'a ramené chez moi. La voiture de Marc était dans l'allée. Celle de sa sœur aussi. Quand je suis entré, ils étaient tous les deux dans la cuisine. Ma belle-sœur cuisinait quelque chose, se déplaçant dans ma cuisine comme si elle y habitait. Ce qui, à ce stade, correspondait probablement à ce qu'elle ressentait.
Marc était sur son téléphone. Il a levé les yeux quand je suis entré et a commencé à dire quelque chose sur le fait qu'il avait manqué mes appels. Il était en réunion. Que se passait-il? J'ai posé mon téléphone sur le plan de travail, l'historique des transactions affichées. J'ai dit, voudrais-tu m'expliquer ça? Ma belle-sœur s'est retournée de la cuisinière. Elle a regardé le téléphone. Quelque chose a traversé son visage. Pas exactement de la culpabilité, plutôt une sorte de recalcul. Elle a dit, je le gardais pour toi. J'ai répondu, garder quoi? Elle a dit, l'argent. Maman et moi en avons discuté, et nous avons pensé qu'il était plus logique que je le garde en lieu sûr, puisque tu ne travailles plus à temps plein et qu'on ne voulait pas que tu le dépenses pour des choses dont tu n'as pas besoin. La pièce était très silencieuse. J'ai dit, tu as pris 14 000 € sur mon compte parce que tu as décidé que cet argent n'était pas en sécurité avec moi. Elle a répondu, notre compte. Marc est aussi sur ce compte. Mon mari a prononcé mon prénom, juste mon prénom, comme un avertissement ou une supplication. Je ne sais toujours pas lequel des deux. J'ai dit, Marc, étais-tu au courant de ça? Il n'a pas répondu assez vite. Et cette non-réponse m'a tout dit. Ma mère, qui se tenait dans l'encadrement de la porte derrière moi, s'est avancée dans la cuisine. Elle a regardé mon mari, puis sa sœur, et a dit très calmement, vous avez jusqu'à demain matin pour remettre chaque centime sur ce compte. Après quoi, nous déposons plainte. Ma belle-sœur l'a regardé comme si elle jouait une scène d'une pièce de théâtre dont on ne lui avait pas donné le script. Elle a dit, c'est une affaire de famille. Ma mère a répondu, oui, et ma fille et ma famille. Puis elle a regardé Marc et a dit, j'espère que tu comprends ce qui est en train de se passer ici. Vraiment. Nous sommes partis. Ma mère m'a emmené chez elle et j'ai dormi dans mon ancienne chambre avec les rideaux jaunes et le patchwork que ma grand-mère avait fait. Je suis resté allongé dans le noir, une main sur mon ventre, et j'ai repensé à chaque instant, au cours des derniers mois, où j'avais ignoré mon propre instinct. Chaque mardi matin où je n'avais rien dit, chaque placard réorganisé, chaque opinion non sollicitée sur mon corps et mes choix. Chaque fois que j'avais regardé mon mari en attendant qu'il dise quelque chose et que je l'avais vu choisir le silence à la place. J'ai pensé à cette version de moi qui avait gardé des notes sur son téléphone. J'ai ouvert ces notes. Il y en avait 43. Le lendemain matin, j'ai appelé l'avocate de la famille. Elle s'appelait Maître Sophie, et elle dégageait cette énergie particulière de quelqu'un qui a entendu toutes les versions de cette histoire, mais qui arrive quand même à n'être ni surprise ni complètement blasée, et qui est à 100% de votre côté. Je lui ai tout raconté. Elle a écouté sans m'interrompre. À la fin, elle a dit, vous savez que cette nuance de mandataire autorisé va avoir son importance. Avez-vous une quelconque communication écrite de votre belle-sœur concernant ses intentions avec l'argent? J'ai répondu, je ne sais pas. Je lui ai parlé des notes sur mon téléphone. Elle a dit, transférez-moi tout. Pendant que j'étais au téléphone avec Maître Sophie, Marc m'a envoyé 11 SMS. Je les ai lus dans l'ordre. Les 3 premiers étaient sur un ton d'excuse. Il ne connaissait pas toute l'ampleur de la chose. Il pensait que c'était temporaire. Il était désolé. Les 4 suivants basculaient vers des explications. Sa sœur avait des difficultés financières. Sa mère lui avait demandé de s'assurer que l'argent était protégé. Il n'avait pas réalisé que je le prendrais mal. Les 4 derniers étaient totalement différents, ils demandaient où j'étais, disaient que je faisais un drame, que je devais rentrer à la maison et qu'on en discute comme des adultes. J'ai transféré les 11 messages à Maître Sophie. Elle a répondu, parfait. Merci. Ce que je ne savais pas à ce stade-là, ce que j'ai découvert 2 jours plus tard, c'est que ma belle-sœur ne s'était pas contentée de garder l'argent. L'examen préliminaire des relevés bancaires par mon avocate a montré que 6 400 € sur les 14 000 avaient déjà été transférés vers un compte secondaire au nom de ma belle-sœur. Et de là, plusieurs transactions avaient été effectuées pour ce qui semblait être le remboursement d'un prêt personnel et 2 comptes de carte de crédit. Elle n'avait pas protégé notre argent. Elle l'avait utilisé. Quand Maître Sophie m'a fait part de cela, j'étais assise dans le salon de ma mère avec une tasse de thé à laquelle je n'avais pas touché. Ma mère était sur le canapé en face de moi. J'ai lu l'email, puis je l'ai relu, j'ai posé mon téléphone face contre le coussin à côté de moi et j'ai dit, elle l'a dépensé. Ma mère a demandé, combien? J'ai répondu, plus de la moitié.
Ma mère a fermé les yeux un instant. Puis elle les a rouverts et a dit, d'accord, qu'est-ce que l'avocate dit de faire maintenant? Maître Sophie a dit de déposer plainte à la police, ce que nous avons fait l'après-midi même. L'officier à qui nous avons parlé a été très franc sur la complexité de l'affaire. Le statut de mandataire crée une zone grise juridique. Mais l'intention documentée, le propre SMS de ma belle-sœur à mon mari, qu'il m'avait transféré dans l'un de ses premiers messages d'excuses, et qu'il avait apparemment oublié, contenait ces mots exacts, « Je vais retirer l'argent du bébé pour qu'elle ne puisse pas le gaspiller ». Cette intention documentée changeait considérablement la donne. Maître Sophie a qualifié cela d'abus de confiance et de détournement de fonds. Elle l'a dit avec le même ton que quelqu'un utiliserait pour parler de la météo. La plainte a été déposée un jeudi. Le vendredi matin, ma belle-mère m'avait appelé 4 fois. Je les ai tous laissés aller sur le répondeur. Dans ces messages, elle passait de la confusion à la blessure, puis à la colère, pour finalement atterrir sur une version des faits dans laquelle j'avais, depuis le début, prévu de détruire sa famille. Et que c'était simplement le moment que j'avais choisi pour exécuter ce plan. Dans son dernier message, elle a dit « Tu utilises ce bébé comme une arme, et Marc le sait ». J'ai sauvegardé les 4 messages vocaux. Marc est venu chez ma mère le samedi. Il se tenait sur le pas de la porte, et il avait l'air fatigué d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Pas seulement fatigué physiquement, mais fatigué plus profondément. Le genre de fatigue qui vient quand on voit enfin clairement quelque chose qu'on a passé beaucoup de temps et d'efforts à ignorer. Je me tenais dans l'encadrement de la porte. Je ne l'ai pas invité à entrer. Il a dit qu'il avait lui-même consulté un avocat. J'ai dit, d'accord. Il a dit que sa sœur avait accepté de restituer la totalité de la somme pour éviter des poursuites pénales. Il l'a dit comme s'il annonçait une bonne nouvelle. J'ai répondu, elle en a dépensé 6 400 €. D'où vient cet argent? Il a dit que sa mère couvrait la différence. J'ai dit, ta mère, qui a approuvé ce plan, paie maintenant pour réparer les pots cassés. Il a dit, je sais ce que ça donne comme impression. J'ai dit, Marc, j'étais debout au bureau des admissions de l'hôpital, enceinte de 31 semaines, et ma carte bancaire a été refusée avec un solde de 47 €. J'ai dû appeler ma mère parce que tu ne répondais pas. Je me suis assise dans le couloir pendant 6 minutes en essayant de ne pas faire une crise de panique pendant que le bébé bougeait, parce que je ne voulais pas la stresser. Je me suis arrêté. Je l'ai regardé. J'ai besoin que tu comprennes que ce n'était pas seulement une question d'argent. Il est resté silencieux pendant un long moment, assez longtemps pour qu'une voiture passe dans la rue derrière lui et qu'un chien aboie quelque part dans le quartier. Puis il a dit, je suis désolé. J'ai dit, je sais. J'ai continué, j'ai besoin que tu prennes une décision. Pas pour moi, pour toi. J'ai besoin que tu décides qui tu es dans ce mariage. Si tu es mon partenaire ou si tu es d'abord le fils de ta mère et ensuite mon mari, parce que je ne peux pas gérer les deux. Je ne peux pas élever un enfant dans une maison où la réponse à cette question change sans cesse en fonction de qui est dans la pièce. Il ne m'a pas répondu ce jour-là. Il a hoché la tête et il est parti. Je suis retourné à l'intérieur, je me suis assise avec ma mère et nous avons regardé une émission de rénovation immobilière sans parler de rien de tout ça. Parce que parfois, on a juste besoin de s'asseoir avec quelqu'un qui est entièrement de son côté et de regarder des inconnus se disputer pour du carrelage de cuisine. L'argent a été restitué en totalité le mardi suivant. La totalité des 14 200 €, ce qu'il restait sur le compte plus les 6 400 € couverts par sa mère. Maître Sophie a confirmé la réception et acté la restitution dans le dossier. La plainte à la police est restée ouverte, mais l'inspecteur a indiqué qu'avec une restitution totale et un casier judiciaire vierge, des poursuites étaient peu probables à moins que je ne décide d'insister. J'ai maintenu la plainte, non pas parce que j'avais l'intention d'aller jusqu'au bout, mais parce que je voulais que ma belle-sœur ait à se demander si j'allais le faire. Elle a déménagé de notre studio attenant 2 semaines plus tard. Je ne sais pas exactement ce qui s'est dit entre elle et mon mari parce que je n'étais pas là et qu'il ne m'a fait qu'un compte-rendu partiel. Ce que je sais, c'est que lorsque le dernier de ces cartons est parti, Marc a verrouillé la porte intérieure communicante et m'a apporté la clé. Il est resté dans la cuisine et a dit, ça aurait dû être comme ça depuis le début. Je suis désolé qu'il m'ait fallu tout ce temps pour arranger les choses. J'ai pris la clé. Je n'ai pas dit que c'était oublié, parce que ça ne l'était pas, mais j'ai dit, merci. Nous sommes toujours ensemble. Ce n'est pas une fin de conte de fées, et je veux être honnête à ce sujet.
Nous sommes ensemble et nous suivons une thérapie, à la fois individuellement et en couple. Et il y a des semaines où on a l'impression de construire sincèrement quelque chose de plus fort. Et d'autres semaines où on a l'impression d'être deux personnes naviguant prudemment dans un espace où il n'y a plus de sol. Nous avons une fille maintenant. Elle a 8 semaines. Et c'est la chose la plus merveilleuse que j'ai jamais vue. Elle a les oreilles de son père, l'entêtement de ma mère, et absolument aucune conscience de tout le chaos qui a précédé son arrivée. Elle n'a pas besoin de savoir. Pas encore. Peut-être même jamais dans les moindres détails. Ce que je sais, c'est ceci. Le matin où je me suis assise dans ce couloir d'hôpital et où j'ai vu 47 € sur un compte qui aurait dû garantir notre sécurité, c'est le moment où quelque chose a changé définitivement en moi. Ça ne s'est pas brisé, ça a changé. La version de moi qui baissait la voix pour maintenir la paix, qui poussait son tapis de yoga de l'encadrement de la porte sans un mot, qui regardait sa cuisine se faire réorganiser, se servait un verre d'eau et demandait où étaient passés les verres. Cette version de moi a fermé la porte. Je pense parfois à ces 43 notes sur mon téléphone. Je pense au fait que j'avais documenté les choses pendant des mois sans m'avouer complètement ce que je documentais ni pourquoi. Je crois que je le savais, quelque part enfoui sous l'espoir que ça s'arrangerait, sous le bénéfice du doute, et sous le il dit qu'elle part d'un bon sentiment. Je le savais. Si vous vivez dans une maison où vous vous sentez comme un invité dans votre propre vie, où vos instincts sont constamment requalifiés de sensibilité excessive ou de réaction disproportionnée, où la personne censée vous choisir trouve sans cesse des raisons de ne pas le faire. Je veux que vous entendiez bien ceci. Vos 43 notes sont des preuves factuelles.